Oui. présenter. Très bien. Donc, moi, Hector Basset, donc moi, je suis basé à Nantes. Ça va faire 10 ans que je suis avec Contilogy et je suis architecte IA, notamment dans le cloud. Et à ce titre, je travaille souvent sur des sujets de conception et de déploiement de solutions IA au sens machine learning, IA générative, agentique. Et à toi, Julien. Alors bonjour à tous, donc merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. Donc moi c'est Julien Largillière, je suis product manager depuis presque 10 ans maintenant. Je travaille sur tout un tas de produits différents, de la legal tech, de la finance, en passant par la blockchain et maintenant des produits IA. Moi mon rôle en tant que PM c'est de transformer des idées produits des idées en produits rentables. Et dernièrement avec l'explosion des outils IA depuis, on va dire, bien 2 ans maintenant. En termes de produits, on a rencontré un peu un mur, c'est celui de l'intégration de l'IA. Et aujourd'hui, du coup, on va parler de la pièce manquante pour cette intégration, donc le MCP. Et tout au long, Hector vous donnera des clés techniques. Et de mon côté, je vais vous expliquer plus pourquoi c'est un peu game changer dans la partie produit et pour le time to market et dans tout ce qui est stratégie et produit. Je continue du coup, Hector. Très bien. Eh bien, on va commencer du coup par un rappel des essentiels concernant le MCP. Donc déjà, qu'est-ce que le MCP, le modèle contexte protocol? C'est un protocole ouvert qui a initialement été développé par Anthropic, donc les fournisseurs du modèle Claude, dont on entend beaucoup parler maintenant, qui standardise la communication entre les LLM et des outils de la donnée externe. Dans les concepts clés qu'on va retrouver dans le MCP, donc déjà, il y a Lost, donc c'est-à-dire l'application qui va être en capacité de mettre en place ce protocole. Donc Claude, ChatGPT, un IDE, des agents personnalisés, par exemple des chatbots d'entreprise. Cet host, il va du coup mettre en place ce qu'on appelle un client. Donc c'est vraiment le composant qui va se connecter à des serveurs MCP. Les serveurs MCP, ce sont donc eux qui exposent des capacités à l'IA. Et tout ça utilise une couche de transport. Ça peut être du STDIO pour du local, de l'HTTP, mais en soi, peu importe la couche de transport, du moment que ça respecte le protocole. On peut le voir vraiment comme un équivalent un peu à l'HTTP, là où le client, c'est le navigateur et le serveur, ce sont les sites web. Là, l'idée, c'est d'avoir un protocole qui n'est pas en gros machine to machine, mais IA to machine. Est-ce que tu voulais rebondir là-dessus et compléter, Julien? Oui, bien sûr, parce que là, on a parlé un peu de la version technique. C'est pourquoi, on va dire, le MCP côté business. Donc oui, on va dire, c'est un peu d'être un protocole, comme tu l'as dit, Hector, à travers du HTTP. Mais c'est pas, on va dire, juste un nouveau protocole de plus. C'est plus, à niveau business, la fin, on va dire, du bricolage pour pouvoir faire des intégrations. Avant, pour que l'IA puisse lire les fichiers ou CRM par exemple, il fallait coder différents tuyaux spécifiques, on va dire, des choses souvent fragiles. Avec le MCP, là, on va standardiser. C'est un peu, pour donner une métaphore, c'est un peu l'USB-C de la donnée. Côté produit, pour un PM, c'est là, on va commencer à arrêter de dépenser du budget de développement dans la plomberie, dans les tuyaux spécifiques, pour là, la réallouer sur de l'expérience utilisateur et de la fonctionnalité métier pure. Voilà, c'est tout bon pour moi. Merci. De manière assez abstraite et conceptuelle, voici l'architecture MCP. Donc, comme j'en ai parlé, tout commence par un MCP host. Donc, c'est ici que va se passer la user experience. Si je prends le cas de ChatGPT ou de Claude, l'utilisateur, il accède donc à un agent conversationnel. Et derrière cet agent, il va mettre en place donc le protocole MCP. Donc, par exemple, un de Wix client MCP
qui va pouvoir se connecter à des serveurs distants. Il va pouvoir communiquer avec ces serveurs distants, ceux de HTTP, du STDO, dans un format JSON RPC. Et chaque serveur MCP va donc exposer des outils. Il faut voir un outil comme tout ce qu'on peut mettre en fait dans du code peut être un outil. Donc l'outil en question, ça peut être un accès à une base de données, Postgre, Mongo, ce qu'on souhaite. Ça peut être un accès à des API métiers, Salesforce, Slack, Jira, mais aussi des API ouvertes. Par exemple, on a eu le dernier exemple en date qui a fait un peu parler, c'est le gouvernement qui a mis en place un MCP pour que n'importe qui puisse échanger en MCP, consulter donc les données ouvertes, l'open data. Et enfin, on peut aussi mettre à disposition des documents, une fois des documents distants, G-Drive, SharePoint, mais pourquoi pas même des documents locaux. Et on peut aussi tout à fait exposer des outils qui sont plus des fonctions, enfin des algorithmes ou des fonctions de calcul. Typiquement, on ne va pas demander à un LLM de faire des calculs lui-même, puisqu'il va juste être dans la génération de texte. Alors, s'il génère quelque chose et qu'il répond, on n'est pas sûr du résultat. Mais par contre, il peut comprendre qu'il doit appeler le serveur MCP qui, lui, va exposer des fonctions mathématiques et qui va du coup envoyer un résultat exact. Et moi, Oui. pour rebondir dessus, juste côté produit, donc sur le schéma, vous voyez au-dessus de MCPOS, donc il y a une petite brique user experience. Parce que pour le côté produit, ce qui compte, c'est la fluidité. Donc le host, donc ça va être l'interface, et le serveur, donc la donnée, ça va enfin se parler, on va dire, via une langue commune. Ça permet de créer, ça va permettre de créer des agents, on va dire, augmentés. Ça ne contente plus de juste de discuter, mais ça va agir, on va dire, en direct. Et c'est là où on passe d'une IA spectatrice à une IA actrice dans les process derrière techniques. Tout à fait. Il faut savoir que le MCP, ça ne vient pas de nulle part. Il y a eu déjà plusieurs initiatives, plusieurs frameworks, ou en tout cas méthodologies pour permettre à l'IA d'interagir avec le monde, en fait, qu'elle ne soit pas seule avec juste ses connaissances d'apprentissage, mais qu'elle ait vraiment une capacité d'avoir un accès en temps réel à la donnée, voire, pourquoi pas, d'avoir même une capacité d'action. Par exemple, si je revenais aux requêtes en base, ça peut aussi être des requêtes en écriture, ce genre de choses. Donc, avant le MCP, il y avait ce qu'on appelait le function calling et React. Donc, le function calling, c'était vraiment l'approche de dire à des LLM, tu as à ta disposition des outils. Donc, outils qui peuvent être, un peu comme je l'ai dit sur la slide précédente, un accès à une API, à une base de données, à des fonctions mathématiques. Mais chaque LLM avait sa manière, sa façon d'implémenter ces outils-là, que ces outils soient déclarés et injectés dans le contexte. Pour certains, il y avait une abstraction, on n'avait pas vraiment à le gérer. Pour d'autres, c'était à nous de le mettre dans le prompt caché, qui était envoyé au modèle, donc l'utilisateur ne le voyait pas. Voilà, donc il y avait vraiment aucun standard. Ce qui signifiait que pour chaque LLM, chaque technologie, on devait coder ce function calling de manière différente. Et il existait également React. Donc React, c'est plutôt une façon de prompter, un pattern de prompting, qui pour le coup est agnostique du modèle. C'est vraiment du concept. Qui demande au LLM, avant de ne pas juste répondre, mais en fait, avant de répondre, de raisonner, donc le re, puis agir. Il a été constaté que ça augmentait la pertinence des réponses. Alors du coup, c'était complémentaire avec le function calling, puisque dans le agir, il y a eu la possibilité de dire, appelle telle fonction. Le problème, c'est que ça ne règle pas le sujet du vendor locking, en fait, le fait qu'il faille s'adapter
dans la déclaration des outils à chaque LLM. Et là où le MCP est arrivé, c'est pour standardiser tout ça, rendre vraiment tout ça agnostique. C'est créer un protocole qui permet à n'importe quel LLM, n'importe quel fournisseur de modèles, que ce soit des fournisseurs grand public ou des agents conversationnels privés, d'entreprise, de pouvoir interagir avec un grand nombre d'outils sans avoir à chaque fois à réimplémenter des spécificités. Donc c'est vraiment sur la partie abstraction et agnosticité des systèmes d'IA. Il faut vraiment le voir un peu, si je fais l'équivalence avec l'HTTP. Sans le MCP, ça aurait voulu dire que chaque serveur web aurait dû implémenter une connexion pour que les navigateurs Chrome puissent consulter le site web, mais aussi une connexion pour que les navigateurs Safari puissent consulter le site web, un type de connexion pour que les navigateurs Firefox puissent consulter le site web, alors que le HTTP abstrait les particularités des navigateurs et des serveurs web, ce qui fait que chaque navigateur a de fait accès à l'ensemble des sites web Internet. Et MCP, vraiment, se positionne également là-dessus. C'est permettre à tous les LLM, tous les systèmes d'IA, d'accéder à tous les outils fournis, exposés sur Internet, sans avoir à chaque fois à recoder cette spécificité. Ce qui fait qu'en fait, le LLM également, pour lui, il sait juste qu'il a des outils à disposition, mais il n'a aucune info sur comment ces outils sont implémentés, quel langage est utilisé. En fait, tout ça, c'est côté serveur MCP, et le LLM se concentre sur le pourquoi, qu'est-ce que j'ai à disposition, et pourquoi je dois pouvoir l'appeler. Et sur la partie produit, là, je m'arrête un instant, parce que vous voyez une petite brique indépendance stratégique en bas de ce tableau. Ça va directement impacter, on va dire, la stratégie roadmap, parce que, pareil, donc, comme le disait Hector, le function calling est souvent propriétaire. Donc, par exemple, si demain, vous voulez changer de modèle, passer, par exemple, d'OpenAI à Claude ou un modèle open source, vous devez tout réécrire, ça devient très compliqué, c'est très, on appelle ça Vanderlocking, donc on est bloqué souvent avec une tech et si on fait du function calling, on ne peut pas trop bouger ça parce que tout est basé autour de ça. Là-dessus, du coup, le MCP offre toute cette liberté de pouvoir avoir des standards ouverts et du coup passer d'une tech à une autre, d'un modèle à un autre. Cela offre pas mal de facilité si jamais on rencontre quelconque souci dans un produit au cours du développement, on peut très vite se retourner. Ça évite du coup de réécrire la roue, de devoir refaire les choses de zéro et de bloquer toute une roadmap produit et toute une planification. Donc c'est là où, on va dire, côté produit, c'est un peu notre responsabilité de garantir que aussi notre stack technologique, ça reste assez agile, interchangeable pour jamais impacter justement ce développement et toujours pouvoir rester dans les temps. Et ça permet de très vite justement derrière changer, on va dire, à la volée si on rencontre une difficulté. Exactement. Et il faut vraiment se dire aussi qu'on n'est pas vraiment sur de l'externe. Les MCP ne sont pas forcément publics. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer, moi la vision que j'aime bien donner chez mes clients, c'est à long terme, c'est ce qu'on appelle le SI agentique, où avec une interface conversationnelle commune, vu que tous les composants du SI n'exposent plus seulement un serveur HTTP, mais aussi un serveur MCP, et ben, l'ensemble des collaborateurs sont en capacité d'échanger en langage naturel avec l'ensemble des composants du SI. Et avant le MCP, il devait donc l'équipe en charge de l'agent conversationnel du LLM devait coder elle-même tous les connecteurs à ces différents composants du SI. Donc il y avait un vrai goulot d'étranglement. Là où en fait l'agent IA ou le LLM d'entreprise, il sera juste petit à petit compatible et interopérable avec l'ensemble des composants du SI à chaque fois que un composant
va exposer un nouveau serveur MCP. Et du coup, là, ça décharge la responsabilité. Chaque équipe qui est en charge d'un produit sur le SI sait si c'est pertinent d'exposer en MCP et qu'est-ce qui est pertinent d'exposer comme fonctionnalité en MCP. Donc, c'est elle qui est maîtresse de cette roadmap. On va passer du coup à la suite. On va parler de l'écosystème et où on en est actuellement. Donc, l'adoption s'est fait assez vite. Pour l'instant, vraiment côté tech, mais on constate qu'on commence à avoir de plus en plus de MCP vraiment orientés fonctionnels, produits. Donc, de très nombreux serveurs MCP communautaires, plus de 10 000, puis ça évolue très vite. Beaucoup de clients MCP, donc parmi les plus grands, on peut citer voilà, Claude, dernièrement OpenAI, mais en fait, on a beaucoup plus que ça, d'open source également. On peut citer notamment les IDE. Donc les IDE pour les développeurs sont des clients MCP. Ce qui fait que, par exemple, si on met en place un serveur MCP Confluence, donc service de documentation, eh ben, on peut imaginer que des métiers puissent poser la question dans un enjeu conversationnel, comment fonctionne telle application ou tel élément d'un service USI. Mais pareil, les développeurs qui, eux, ont aussi un client MCP dans leur IDE, pourront aussi poser cette question, mais cette fois plus orientée technique, voire demander aux agents de code de développer en tenant compte de la documentation qui est présente sur Confluence. Donc là, on voit vraiment la force de MCP, c'est-à-dire un seul serveur MCP Confluence permet d'interroger via de l'IA, via de l'agent conversationnel, via un IDE, avec chacun l'angle dont il a besoin pour travailler. Il y a de nombreuses plateformes d'IA qui commencent à apparaître, structurées, donc forcément Claude et OpenAI, on a des cas sur Google, on a Bedrock sur AWS, avec notamment dernièrement Bedrock Agent Core, qui permet d'implémenter des serveurs MCP serverless, voire entièrement managés, dans le sens où pour les entièrement managés, on n'aurait même plus de code à faire pour exposer du MCP. Il y a une traduction un peu automatique d'une API en MCP. Les MCP peuvent être déployés en Docker, en Kubernetes, donc sur les grands cloud providers. Et côté business, donc j'en parlais, on a de plus en plus d'expositions de MCP métiers. Slack, Jira, Notion, Salesforce, et ça continue. Celle-ci, elle est à toi, Julien. Oui. Alors, sur cette slide, donc, l'économie de l'IA, des intermédiations par MCP. Donc, c'est pour voir comment on va devenir l'infrastructure de référence dans les écosystèmes des agents. Parce que du coup, ça amène à un nouveau paradigme. Le MCP crée un marché standardisé, du coup, où tous les services ne sont plus consultés maintenant via une interface, mais consommés directement par des agents IA. Ça permet du coup une fin de silotage en exposant du coup les outils par MCP. Ça permet à l'IA de vos clients ou même vos IA en fait d'agir directement sur des données en temps réel. Donc ça supprime les barrières à l'usage. Donc d'ailleurs, en exposant comme ça ces données, ça valorise la donnée, donc valorisation de la data. On passe d'une valeur produite par une interface graphique à une valeur vers la qualité et la pertinence des données qu'on va exposer. Tout ça pour amener une accessibilité, on va dire, universelle. Donc les serveurs MCP deviennent tout de suite compatibles avec tous les acteurs du marché. Donc par exemple Claude, ChatGPT, les IDE, OpenAI, etc. Et ça multiplie les points de contact clients. Donc cette partie-là, donc l'économie de l'IA, la désintermédiation par MCP, c'est peut-être en termes de produits, on va dire la slide la plus importante de la présentation sur le produit justement, pour la stratégie à long terme. Parce qu'en fait, on va vivre une révolution, je pense, pour moi, de l'interface. Les clients ne viennent plus consulter, on va dire, ne viendront plus demain consulter un site web ou une app, mais ils utiliseront un agent, le leur ou celui d'un tiers, qui va directement aller chercher l'information via le MCP. Donc la question qui va se poser derrière, c'est plus
comment attirer du trafic sur mon interface utilisateur, mais comment exposer ma donnée pour qu'elle soit plus utile et plus on va dire lisible possible par des agents IA. Et du coup, ça crée une désintermédiation massive, puisqu'on va supprimer en fait cette barrière de consultation, on va dire juste par interface humaine, mais par on va dire une consultation directement par des agents IA qui vont consommer cette donnée qu'on va leur donner, avec la pertinence de la donnée derrière, et pouvoir tout de suite la réutiliser en temps réel tout de suite. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose dessus, Hector. Exactement ça, j'aurais deux points sur lesquels je voudrais appuyer. Donc effectivement, il y a la partie accessibilité, puisqu'on a beau faire attention de plus en plus à rendre nos interfaces accessibles, il y a toujours un public pour qui c'est compliqué. Alors que ce soit des personnes qui sont en difficulté avec le numérique ou des personnes, dans le cadre d'un handicap, qui n'ont pas cette capacité, ou en tout cas une difficulté particulière pour interagir de manière efficace avec les services. Ce que permet l'IA générative et agentique, c'est d'échanger en langage naturel. Donc, actuellement beaucoup en texte, mais c'est possible aussi avec juste du vocal. C'est ChatGPT qui est assez en avance là-dessus, mais ça finira par se démocratiser aux autres. Donc, les personnes qui ont du mal avec ces interfaces numériques pourront juste échanger en langage naturel, poser des questions elles-mêmes. Et même, et fait très important, c'est que les LLM sont maintenant par nature multilangage. Ils gèrent de très nombreux langages nativement. Donc en fait, même des utilisateurs qui ne parleraient pas bien la langue de l'interface pourraient échanger en langage naturel avec de très nombreux services. Et effectivement, le deuxième point, tu en as parlé, c'est le nouveau paradigme, c'est une plateforme shift, et on en reparlera après. Tel que je le vois moi, c'est qu'on est un peu un équivalent de, avant, on n'avait vraiment que du présentiel, du physique, Internet est arrivé. Donc, de plus en plus de sociétés ont exposé leurs données et leurs services sur Internet, et celles qui ont été en avance ont vraiment eu un impact majeur, ont pu vraiment progresser beaucoup plus que celles qui étaient en retard sur le sujet. Puis est arrivé le mobile, où de plus en plus d'utilisateurs cette fois consultaient depuis le mobile ou avec des applications. Et là, peut-être que voilà, on est encore sur un nouveau plateforme shift où les utilisateurs en fait passeront même plus par des interfaces web ou mobiles, ils poseront juste la question à la voix, au texte. Peut-être dans ChatGPT, peut-être dans autre chose. D'ailleurs, il y a actuellement beaucoup d'utilisateurs de plus en plus mensuels sur ChatGPT et Claude. Et le fait d'être en capacité d'être tout de suite trouvable depuis ces agents conversationnels sera un vrai plus. Et d'autant plus si vous avez des services et des parcours utilisateurs IA first, dans le sens où, si je prends un exemple hyper concret, qui n'existe pas à date, c'est une projection, ce serait si une grande surface, disons Leclerc, met en place un serveur MCP pour permettre à tout un chacun de passer ses courses en langage naturel. Donc imaginons, je demande à Claude, est-ce que tu peux recommander mes courses en te basant sur ce que j'ai commandé les 2 dernières semaines. Donc c'est lui qui fait tous les appels, qui consulte le catalogue. S'il ne trouve pas le produit, il pourra lui-même me proposer des alternatives. Et ben, vous imaginez le gain de temps et la différence en termes de compétitivité pour l'utilisateur, en termes d'expérience utilisateur, par rapport à d'autres grandes surfaces qui ne l'auraient pas fait, où il faudra encore se connecter, consulter à la main tout le catalogue, trouver les produits équivalents si on n'en a pas. Enfin voilà, il y aura un vrai facteur là de différenciation. En tout cas, c'est une vision. Côté roadmap, donc le MCP continue à se développer, à se structurer. On est encore sur quelque chose qui est très jeune. Donc déjà, le protocole se complète avec de nouvelles possibilités. Par exemple, maintenant, les serveurs MCP peuvent demander aux clients, donc à Claude, à ChatGPT, d'afficher des interfaces graphiques pour avoir une saisie structurée. Donc là, ça permet de passer par des formulaires, ce genre de choses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'élicitation. Le serveur MCP peut aussi demander au LLM de réfléchir dans le cadre de fonctionnalités qui demandent une analyse poussée.
Et si on continue, donc il y a des registres officiels qui sont en train de se former, alors qui ne sont pas forcément officiellement intégrés dans tous les providers de l'LM, mais ça finira par arriver d'une manière ou d'une autre. La possibilité via MCP de faire de l'agent tout agent, pour avoir vraiment des systèmes multi-agentiques, chaque agent étant spécialisé, qui puissent échanger entre eux. Ah oui, et point important aussi, une avancée sur la partie sécurité, l'authentification. Donc, il faut savoir que on entend beaucoup dans MCP, il n'y a pas de S, un peu comme HTTP, HTTPS. Les gens voudraient un MCPS. Mais selon moi, c'est pas pertinent dans le sens où MCP n'est qu'une surcouche à HTTP. Donc, HTTPS. Cette partie est déjà en soi, on a déjà des échanges chiffrés. Là où MCP, justement, s'est complété ces derniers temps, c'est sur la partie vraiment identification, authentification, avec l'arrivée de la prise en charge du protocole OAuth2 qui permet de s'identifier dans le cas où on voudrait s'intégrer avec des services internes sur lesquels il faut être identifié. Donc, par exemple, le SSO d'une entreprise. Et oui. Ouais. Non, je vais rebondir du coup sur cette slide en plus en partant donc pour les défis de l'industrialisation et la roadmap là-dessus. Je rebondis sur ce que tu disais sur l'authentification. Donc ça arrive au premier point, en tout cas dans l'industrie, dans l'entreprise. Tu peux mettre la slide après. Oui. Donc, qui est la gouvernance et la sécurité. Donc, où la première étape, c'est de définir et implémenter des protocoles d'authentification, soit en interne avec la gestion de permissions granulaires pour garantir que l'IA, mais aussi les personnes lui demandant les informations, n'accèdent pas à des données sensibles, des données qui ne sont pas autorisées en fonction du rôle de la personne et qui me demande pourquoi. Ensuite, on arrive sur l'étape 2, donc l'observabilité et l'auditabilité, pour mettre en place du monitoring complet, des appels qui seront au serveur, au serveur MCP, afin de les tracer, pour pouvoir les comprendre, les auditer, et comprendre toutes les actions déclenchées par l'IA pour garantir du coup avoir la transparence au métier. On a une étape 3, ensuite la discovery et la standardisation. Donc là, c'est de créer un catalogue centralisé, donc comme un annuaire, des serveurs MCP disponibles au sein de l'organisation. Ça va permettre de faciliter l'adoption par les différentes, on va dire, business units dans une entreprise en fonction de leurs besoins. Et aussi, ça va éviter donc la duplication de l'effort pour pas réinventer la roue, réintégrer une partie MCP à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose. On peut, on va dire, centraliser tout ça et avoir une vision sur tout ce qui est déjà là et pourquoi c'est là. Et après, ça amène les deux autres points. Donc, le premier, c'est l'éthique et la maîtrise. Le point 4, donc, c'est établir des règles de contrôle humain pour toujours valider les décisions critiques prises par les agents IA. Il faut toujours s'assurer que l'IA reste un assistant et non un décideur autonome incontrôlé. C'est-à-dire qu'il y a toujours, on va dire, un humain dans la boucle pour être sûr que les données sont bonnes, les informations sont bonnes et qu'il n'y ait pas des décisions sensibles qui soient prises à la volée par l'IA. Et ensuite, dernier point, donc la scalabilité et performance pour toujours optimiser l'infrastructure parce qu'il peut y avoir une montée en charge, donc il faut la supporter. Donc ça amènera des requêtes qui seront plus lentes si on n'optimise pas tout ça. Donc, toujours pour assurer une expérience utilisateur qui est fluide et une intégration qui est invisible dans le flux de travail quotidien des employés. Bien, complété. Et là, on va passer au prochain chapitre qui est le chiffre de paradigme. Le côté IA first, des intermédiations et les nouveaux designs d'interaction. Alors, le platform shift, on en a déjà un petit peu parlé. Donc là où on est dans un mode actuel, voilà, chaque service a une interface, c'est l'utilisateur qui lui-même navigue, alors soit au sein du service, soit entre plusieurs services. Je vais prendre un exemple très concret, ça va être je veux organiser un voyage.
Il va falloir que je trouve la compagnie aérienne ou de train qui va me permettre de voyager selon les dates et peut-être au meilleur prix. Il va falloir que je trouve les hôtels à réserver. Il va falloir que peut-être j'organise mon circuit de voyage pour visiter telle chose, tel musée, peu importe. Donc là, c'est l'humain qui va prendre le temps de router, d'orchestrer toutes ces tâches. Demain, si on est dans le cadre de ce platform shift, et là, il n'y a plus qu'une interface. C'est l'IA. On parle en langage naturel. Il y a une seule UI. Il n'y a pas d'IHM différentes. Et puis en plus de ça, du coup, c'est vraiment du langage naturel. Donc, on peut être très précis dans les demandes qu'on veut demander à l'IA. Il n'y a qu'une seule intégration qui vient du MCP. Donc, dans un monde où beaucoup de services exposent, en plus d'un serveur HTTP, un serveur MCP, ils sont de facto accessibles par l'IA. À la condition, bien sûr, qu'il y ait ce catalogue, cette registre officialisé. Donc, tout ça est en train de se structurer. Et là, du coup, c'est l'agent qui orchestre. Si je fais cette demande à l'agent, il va de lui-même rechercher les compagnies de voyage, les compagnies aériennes, les trains, comparer les prix. L'agent, il va comprendre qu'après, une fois qu'il a trouvé cette possibilité de voyager et les dates, il va regarder côté des hôtels, peut-être me faire des propositions que moi, je vais pouvoir choisir. L'agent, ensuite, il va regarder les points d'intérêt, il va peut-être aller consulter les sites des offices de tourisme, il va aller voir côté musée qu'est-ce qui est intéressant à visiter. Peut-être qu'il va aussi pouvoir consulter des forums pour avoir des retours d'expérience de personnes qui ont fait les mêmes voyages que nous et qu'est-ce qui est intéressant. Donc là, c'est l'IA qui orchestre tout. Un gain de temps énorme aussi, du coup, pour les utilisateurs finaux. Et là, ce sera aussi très important, du coup, d'être en capacité d'être exposé pour s'intégrer naturellement dans ces workflows que l'IA automatisera. Aussi bien en interne en entreprise, on peut imaginer des exemples similaires, qu'en externe auprès des utilisateurs finaux. Je sais pas si tu Pour voulais rebondir, rebondir. pour rebondir dessus, en fait, comme tu le disais, historiquement, en fait, on va dire que l'utilisateur était l'intégrateur. Donc, comme tu dis, il avait un besoin, il allait chercher un peu tous les chiffres à droite à gauche, comme tu disais, ton exemple de voyage, il allait chercher les avions, enfin, la destination, les avions, où loger, quoi faire comme activité. Euh, Là où maintenant, avec les agents, enfin le MCP permet à l'IA justement euh, de récupérer tout ça d'un coup. Et en fait, ça joue ce rôle, on va dire, d'agrégateur, d'agrégeur qui permet de éviter de se disperser dans le travail. Donc, ça réduit la charge de travail, la charge de recherche. Donc, ça réduit forcément la charge mentale aussi sur la personne. Donc, on passe, pour moi, on passe d'un logiciel qui était passif à avoir un partenaire qui est proactif. Et on vend plus, on va dire, juste un outil, mais on vend, on va dire, un résultat. Parce qu'on dit tout de suite, avec ça, tout sera plus simple et vous gagnez tant de temps de travail, même de productivité, tant de facilité pour votre vie de tous les jours. Donc c'est vraiment le résultat recherché derrière qui permet d'économiser sur plein de, on va dire, sur plein de pans pour l'utilisateur. Non, c'est un peu comme si tout le monde aura la possibilité d'avoir son assistant personnel qui lui ferait tout ça pour lui. Et puis la même chose est applicable aux mails, résumer les mails que je reçois. Enfin voilà. On peut tout imaginer. C'est ça. Est-ce que je voulais poursuivre sur la désintermédiation, Julien? Non, je peux y aller si Ok, tu veux. je continue. Donc effectivement, donc on en a déjà un peu parlé, mais effectivement, il y aura donc une exposition native à l'IA avec ces services qui s'exposeront directement en MCP. Plus besoin d'interface graphique, donc ça veut peut-être dire aussi qu'il va falloir imaginer des cas d'usage IA first, voire IA only, dans le sens où optimiser l'expérience utilisateur et les services exposés et comment ils sont exposés pour une interaction avec de l'IA dans l'IA. Et il y a même sûrement des cas d'usage, ça va se trouver, qui ne seront compatibles qu'avec une interface IA. C'est-à-dire que ce sont des cas d'usage peut-être tellement compliqués ou en tout cas
qui demande des interactions très fines, très basées sur une compréhension fine de ce que l'utilisateur, qui serait peut-être possible de faire une interface graphique web, mais qui n'arriverait jamais à être assez accessible ou assez facile d'utilisation pour répondre pleinement, de manière la plus optimisée possible au cas d'usage. Et ça veut peut-être dire aussi que côté UX, UI, il y aura peut-être moins de design d'IHM, mais plutôt vraiment se focus sur la partie UX, User Experience, IA. Moins d'IHM web à designer, mais par contre, plus d'expérience utilisateur tournée IA à concevoir. Comme on l'a dit, il y a une accessibilité radicale. Si je reprends l'exemple du voyage, les personnes qui sont vraiment pas à l'aise avec l'informatique, c'est très compliqué d'imaginer tout ce workflow. Maintenant, elles ne pourraient que demander en langage naturel à l'IA de le faire. Et l'IA qui serait même du coup capable de s'interfacer avec des services dans d'autres langues, dans le sens où quelqu'un qui ne comprend pas l'anglais, mais qui veut voyager dans un pays étranger où les hôtels, les offices de tourisme ou équivalents sont en anglais, l'IA ayant la capacité de comprendre automatiquement et traduire automatiquement, pareil, rendra tout cela beaucoup plus accessible. Voilà, on va passer du coup avec un seul protocole qui permettra de remplacer des dizaines d'interactions entre une interaction unique. Et donc là, c'est ce qui est en train de se construire, mais une découverte dynamique. Donc, avant le MCP, l'agent, une fois qu'il était en production, avait une liste restreinte d'outils qu'il pouvait utiliser parce que c'était en gros codé dans le prompt ou dans le code de l'agent. Là, maintenant, la découverte est dynamique. Si un serveur MCP change, fournit de nouveaux services, l'agent conversationnel, le chatbot, saura s'y adapter automatiquement. C'est un peu comme si je reviens à la comparaison avec HTTP, quand un site web se met à jour, nos navigateurs, ils sauront s'y connecter, peu importe la version du site web en place. Alors que si le MCP ou l'HTTP là n'existait pas, ça voudrait dire qu'à chaque fois qu'un site web se met à jour, il fallait recoder dans les navigateurs la façon de s'y connecter, voilà, ce genre de choses. Donc, voilà, c'est ce que permet cette découverte dynamique. Est-ce que tu veux rebondir ou j'avance? Non, tu peux avancer, c'est tout. C'est bon. Donc, effectivement, côté UX/UI, IFR, on en a parlé. Sachant que il y a le côté multimodal qui est important à avoir en tête. En ce moment, on est vraiment très orienté texte. J'échange avec du texte. Et pour certains utilisateurs, c'est encore un frein. Le langage parlé va très vite se démocratiser. Si je reprends l'exemple des grandes surfaces, en fait, le jour où Google Assistant dans Android ou Apple Intelligence supporte le MCP, chacun aura dans sa poche l'accès via IA, via langage naturel, à tous les services, toutes les entreprises qui exposeront déjà du MCP. Donc là, ce sera même depuis mon téléphone, en fait. Je demande à Google, recommande-moi des courses, et Google le fait directement. Et enfin, le côté multimodal. Les LLM sont maintenant, on va des vraies capacités de vision, d'analyse, que ce soit des images, des vidéos, voire de l'audio. Et sont du coup capables d'interagir automatiquement et d'enrichir leur contexte, leur compréhension par rapport à ça. Alors, la théorie et la pratique, les cas d'usage et retour de terrain. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Tuyo, qui est donc une entreprise d'assurance. Et elle a beaucoup fait parler ces derniers temps, puisqu'ils ont pris le choix d'essayer de s'exposer via une approche IA first, IA native, donc dans ChatGPT. L'idée, c'était que le client interagit en langage naturel pour déclarer un sinistre, gérer son contrat. Donc, plus de formulaire, plus de parcours, plus d'UI. La GPT comprenait la requête, savait qu'il avait à disposition MCP Tuyo, et du coup, interagissait de lui-même avec toutes les API.
Donc là, c'est un vrai exemple très concret. Ça a fait beaucoup parler, ça a même ça a eu même un impact sur les cotations en bourse des assurances, puisque c'est une vraie remise en question pour le coup, et notamment sur les comparateurs d'assurance qui, eux, proposent ce service. Si demain l'IA, elle est elle-même capable de comparer les assurances, ils vont avoir un gros problème. Voilà. Là, on a donc le parcours type en dessous qui explique tout ça. Donc, le langage naturel, l'IA qui comprend, le MCP qui route, l'action métier qui est exécutée par le LM, et la réponse que l'utilisateur peut valider ou redemander. Là-dessus, pour rebondir rapidement sur le cas des HPO, en fait, le gain n'est pas seulement technique aussi, c'est directement un gain produit, mais émotionnel pour le client, selon moi. Il y a, en fait, ça évite toutes ces, on va dire, ces formulaires, le temps de réactivité pour justement interagir avec l'assurance. On peut aussi voir, on va dire, transférer ça à un support client ou la business intelligence, par exemple, hein, qui pose une question en langage naturel à l'IA. L'IA, du coup, interroge directement la base de, voilà, par exemple, une base SQL via MCP pour générer un graphique. Ça démocratise du coup l'accès à la donnée sans avoir besoin de se former à tout ça. Donc, comme disait Hector, par exemple, pour toutes les comparaisons d'assurance, euh, actuellement ça existe. Mais bon, pas tout le monde, je pense, a envie de se pencher dessus sur comparer les assurances et même comprendre ce que veut dire toutes ces informations sur les comparaisons d'assurance. Bah là, on démocratise du coup l'accès à la donnée. Pas tout le monde a besoin d'être formé à comprendre des comparatifs d'assurance ou comprendre les différentes assurances. Là, tout vient naturellement, donc ça va, c'est un gain de temps immense et de compétences aussi. Absolument. Est-ce que tu voulais continuer sur les autres cas d'usage métier? Oui, je peux continuer, bien sûr. Donc, les différents autres cas d'usage métier. Donc, par exemple, un support, donc là, ça revient sur le support client augmenté. Euh, donc, où un agent peut interroger une base de connaissances, le CRM et l'historique du client en temps réel, pour du coup directement résoudre des tickets si il y a quelconque question par un client sur un site ou choses comme ça. Il y a toute la donnée historique du CRM, à toute la base de données aussi du client. Donc, tout de suite, va répondre et va résoudre ces tickets. Ça évite d'avoir des interactions humaines pour ces tickets-là et ça permet de, on va dire, mettre l'effort sur d'autres endroits. Sur la partie Ops, DevOps intelligent, tout ce qui est monitoring, déploiement, incident, tout ça va être piloté en langage naturel par MCP, des serveurs d'infrastructure. Donc ça crée un monitoring du coup totalement, on va dire, autonome, simple d'accès, en temps réel. Pareil pour les déploiements et des incidents. Donc pareil, c'est un gain de temps considérable. Pour la business intelligence, comme j'en parlais juste avant, ça peut requêter du coup des dashboards, des bases de données, des rapports, sans avoir besoin de s'y connaître en SQL, sans avoir besoin de savoir faire des tableaux spécifiques. On peut totalement imaginer un manager qui, au lieu d'aller consulter la BI ou c'est N-1, N-2, va directement demander, interroger l'IA, ça va leur sortir tout son graphique nécessaire. Ça évite justement on va dire, les multiples demandes à droite à gauche. C'est un gain de temps exceptionnel pour les entreprises et du coup une facilité de compréhension. Et sur tout ce qui est conformité du coup et audit, on peut avoir un agent qui va vérifier la conformité documentaire, donc documentation technique, documentation fonctionnelle, pouvoir croiser des sources aussi avec l'externe, donc être sûr que les documents sont bien vérifiés et toujours, on va dire, à jour avec les bonnes informations et faire un alerting automatique en cas justement de vérification de ces problèmes-là. Avec toujours, voilà pourquoi, on va dire un cas, une alerte si ça détecte un problème, pour toujours garder cette place de l'humain on va dire, dans la boucle et éviter à l'IA de retoucher ce qu'elle a retouché d'elle-même
pour ne pas intégrer de mauvaises informations ou dans le contexte, peut-être que les informations sont bonnes, mais dans le contexte actuel, c'est autre chose qu'il faut mettre. Donc voilà, toujours avec, bien sûr, cette vérification humaine et en prenant l'IA comme un assistant et non pas comme un remplaçant toujours. Tout à fait, c'est important. Assistant et non pas remplaçant. Alors, peut-être un monde où ça va arriver, ce remplacement, mais actuellement, les métiers et les réglementations ne sont pas prêtes. Et c'est, je crois, très important de toujours être en lead, en responsabilité par rapport à ce qu'on produit. L'IA est un assistant, mais ça reste l'humain qui est responsable de ce qu'il produit et des choix qu'il prend. On va passer au chapitre de l'industrialisation, du coup. Comment passer du prototype à la production. Donc très vite, force et faiblesse actuelles du MCP. On en a beaucoup parlé, mais standard ouvert, interopérabilité, découverte dynamique. Il y a la sécurité qui maintenant est intégrée, un écosystème en croissance et un vrai support de grandes entreprises. Donc Anthropic a été précurseur, c'est eux qui ont développé et qui l'ont ouvert. Et l'impact a été tellement grand que OpenAI et Google se sont sentis obligés de l'intégrer. Mais actuellement, il y a encore des faiblesses. Notamment, on est encore sur quelque chose de jeune. Les spécifications sont encore en construction. Il y a des breaking change qui sont possibles. La sécurité multi-tenant n'est pas encore mature. Il n'y a pas de registre de découverte centralisé, on va dire, totalement officiel. Il y en a des officiels, des publics, mais pour l'instant, ça va être un peu chaque LLM, chaque fournisseur qui choisit sur lequel ils vont se baser. Donc ça, voilà, ça c'est quelque chose qui est encore en construction. Il peut y avoir encore de la latence réseau sur des ensembles, des chaînes d'appels complexes. Ça peut prendre beaucoup de temps. Si je reprends l'exemple du voyage, tous ces appels avec à chaque fois de la réflexion de l'IA peut prendre beaucoup de temps. Et si on ne prend pas ça en compte, ça peut être parfois un peu frustrant pour l'utilisateur. Et il y a le côté donc gestion d'erreurs et surtout l'observabilité. Donc l'observabilité, on va en parler. C'est-à-dire que, alors ça concerne l'IA, mais donc également les MCP. Comment savoir, donc ça c'est la partie évaluation, comment savoir quand je mets un MCP en production ou avant que je mette en production qu'il va fonctionner dans le sens, je vais déclarer des outils. Les outils du MCP, ils ont une description, ils disent à quoi ils servent. C'est ça sur quoi l'IA se base pour savoir si elle doit oui ou non les appeler et dans quel ordre. Comment je sais que ma description est suffisamment pertinente pour que l'IA comprenne qu'il doit l'appeler. Et si jamais je changeais la description, comment je m'assure qu'il n'y a pas de régression? C'est-à-dire que l'IA va m'appeler moins souvent qu'avant. Donc là, il y a un vrai sujet d'évaluation des qualités, des métriques de qualité dédiées, qui sont plus juste sur la qualité de l'analyse du code, mais carrément sur l'analyse sémantique de ce que le MCP propose. Voilà, ça c'est vraiment le vrai sujet. Et donc cette partie industrialisation va être mise en place dans la CI/CD, prise en compte de ces éléments-là, des éléments d'observabilité dédiés. On voit que beaucoup d'acteurs, par exemple Datadog, mettent en place maintenant des fonctionnalités et des dashboards d'observabilité dédiés à l'IA. Et inclure tout ça, toujours dans la sécurité avec la gestion des secrets, mettre des limites de quotas, être en capacité d'isoler les agents pour qu'ils n'aient pas accès à plus que ce qu'ils doivent avoir accès. Côté déploiement, donc actuellement, il y a le STDIO, donc le local et le remote HTTP. Il faut savoir que de plus en plus de cloud providers commencent à supporter officiellement le MCP. Donc, je parlais d'AWS avec AgentCore qui permet du MCP serverless ou totalement managé. Et c'est tout à fait compatible avec un environnement containerisé. Côté sécurité, on en a parlé. O 2.1 est arrivé est arrivé l'année dernière pour sécuriser l'authentification des MCP. Le client, actuellement, chez Claude, et c'est pareil dans d'autres fournisseurs, c'est les utilisateurs finaux qui déclarent quel MCP ils veulent autoriser et quels outils pour chaque MCP ils veulent utiliser. Il faudra faire très attention à ce que les MCP ne puissent accéder que ce à quoi ils sont censés avoir accès. Prévenir l'utilisateur, donc il n'y ait pas d'appel fait sans son consentement.
auditer, et voilà, s'assurer de l'isolation réseau. Côté vision et futur. On en a parlé, pourquoi l'MCP sera incontournable. Donc on voit arriver, ou en tout cas c'est une projection, qu'il y aura beaucoup de services IA First. Et ce sera un vrai élément différenciant d'être accessible quand ces plateformes-là vont se démocratiser. Elles sont en cours, mais pour l'instant on est encore en structuration. Mais le jour où vraiment il y a un gros platform shift, les acteurs qui seront déjà présents auront une vraie avance. On va avoir de plus en plus cette collaboration agent ou agent, où des agents de différents services, entreprises, composants de SI vont interagir les uns les autres et se spécialiser chacun dans une tâche précise. Et on va avoir apparaître une économie de l'IA, un peu comme les marketplaces sur Apple et Android. Il y aura peut-être une marketplace d'une manière ou d'une autre qui va se mettre en place sur les serveurs MCP émergents. Je ne sais pas si tu veux rebondir, Julien, ou on avance. Non, on peut avancer, t'inquiète pas. Ce qui reste donc à construire, donc la registry et le discovery, on en a parlé, c'est en cours. Le multi-tenant qui est prévu, l'observabilité qui est émergente. Maintenant, il y a la partie confiance à l'adoption. Pardon. Oui, voilà. Non, je voulais juste rebondir sur la confiance et l'adoption. C'est actuellement, on va dire, le frein à l'adoption, c'est pas que du technique, c'est en fait surtout la sécurité par rapport à ce que tu disais justement, Hector, sur l'accès à la donnée par l'IA. Il faut une définition en fait stricte des droits d'accès pour savoir quelles données l'IA a le droit de lire via le MCP. Comment est-ce qu'on garantit aux clients ou en interne que l'agent ne pourra pas supprimer des données critiques sans validation humaine, qui a accès à quoi. Ça, c'est une grosse partie dans la sécurité des entreprises et puis tous les jours, à bien planifier et à bien, on va dire, cadrer pour être sûr que derrière, il n'y ait pas de quelconque problème qui va intervenir ou quelconque surprise. Voilà, merci. Donc effectivement, également donc les standards de qualité. Donc ça, on en a parlé. Il faudra des benchmarks pour évaluer les serveurs MCP. Et de toute la partie gouvernance et éthique, puisque si on parle d'autonomie, alors ça rejoint la partie IA, mais il y aura quand même un sujet là-dessus, d'arriver à gouverner tout ça, à vraiment rester maître de tout ça. Côté ROI pour le business, est-ce que tu veux... Oui, pas de souci. Du coup, sur le ROI du MCP pour le business, donc il faut essayer de faire comprendre pourquoi le MCP est un accélérateur de valeur. Parce que actuellement, pour une entreprise, adopter un MCP, c'est pas un choix technique en soi, mais c'est un levier de rentabilité et de différenciation. Parce que, comme on l'a dit, c'est là où ça va supprimer toute l'intégration d'API, des choses spécifiques, très vendor lock-in et tout ça. Donc ça se met en plusieurs étapes. Donc première, ça accélère en fait le time to market. Ça permet du coup la localisation de l'effort, du développement. Donc c'est sur des fonctionnalités métiers à haute valeur ajoutée. Donc on va vraiment mettre le métier, chercher l'IA pour le métier et non pas l'IA pour l'IA. Vraiment tout en voulant maximiser la valeur métier et en supprimant toute friction que le métier peut avoir en implémentant de l'IA en fonction de son besoin. D'ailleurs, ça va optimiser aussi pour n'importe quel client entreprise le coût de maintenance. Parce que comme je le disais, donc on n'est plus en vendor lock-in, on peut changer de modèle sans avoir à réécrire toutes les intégrations. Donc ça évite de maintenir ces intégrations-là, ça évite de dépenser de l'argent à repartir de zéro, à réinventer la roue. Derrière, ça permet du coup une expérience utilisateur augmentée. Donc ça supprime du coup les frictions, l'IA va chercher l'info directement là où elle se trouve d'elle-même, sans action manuelle de l'utilisateur. Donc tout est déjà là, il n'y a pas à aller chercher à droite à gauche le besoin. Et derrière, donc, tout ça amène une agilité stratégique, parce qu'il y a une capacité à
exposer les services en quelques jours dans des marketplaces d'agents, comme tu disais, Hector, de demain. Donc pour direct intégrer n'importe quel, on va dire, MCP possible. Donc c'est vraiment on va dire agilement, on peut intégrer n'importe quel MCP. Donc on va vite avoir les données nécessaires, ou enfin les datas nécessaires. Donc on va dire pour clôturer tout ça, on va dire sur cette slide là, l'MCP, donc comme je l'avais dit au tout début, c'est l'USB-C de la donnée. Ça transforme un écosystème logiciel, c'est-à-dire fragmenté, en une plateforme unifiée qui est directement prête pour les agents, l'agent ou agent de demain. Donc l'ère des agents, on va dire, autonomes derrière. Tout à fait. Et juste pour les marketplaces, pour rebondir là-dessus, ça peut tout à fait être privé. Et d'ailleurs, Claude se positionne là-dessus, c'est-à-dire que la suite entreprise permet d'exposer. Alors, ils vont au-delà du MCP, on sort là du sujet, mais il parle aussi de skills et de plugins. Mais les MCP en font partie, cette possibilité d'exposer des connexions privées à des services. Donc là, on est vraiment dans le cadre du SI agentique. En conclusion, s'il y a ce qu'on doit retenir, donc, le MCP qui est le standard émergent pour connecter l'IA en monde réel, et qui a déjà adopté par beaucoup d'acteurs leaders sur le marché. Ce n'est pas qu'un protocole technique. Le technique, effectivement, c'est sur le côté standard qui permet une intégration rapide, mais c'est côté métier, on voit des nouvelles méthodes, nouveaux produits, nouvelles façons d'exposer ces services, une accélération et peut-être un shift de paradigme vers de l'IA first, voire des cas IA only. C'est la désintermédiation dont on a parlé, désintermédiation à la fois technique dans le sens plus d'IHM, ou beaucoup moins qu'avant, voire des intermédiations métiers. Donc là, si on reprend l'exemple des comparateurs d'assurance, si c'est l'IA qui est capable d'automatiser cette comparation d'assurance, ça veut dire que les comparateurs d'assurance auront beaucoup moins de plus-value à l'avenir. Et maintenant, on applique ça à tous les cas d'usage métier. Beaucoup de plateformes SaaS, par exemple, qui sont assez spécialisées, qui peuvent potentiellement beaucoup pâtir de cette démocratisation de l'IA. L'industrialisation, elle est possible dès maintenant, mais voilà, donc il y a encore des éléments qui restent à construire. En tout cas, c'est important d'être en lead, en avant sur le sujet, d'être proactif pour ne pas prendre de retard le jour où ça se démocratise vraiment. Et les entreprises qui auront déjà une exposition de leur service via MCP auront un avantage compétitif décisif le jour de cette démocratisation. On arrive à la fin de cette présentation. Désolé, on a peut-être un peu dépassé, mais si vous avez encore du temps et des questions, n'hésitez pas. J'ai vu qu'il y avait une question de Jérôme Benoît qui demandait que pensez-vous de la problématique de confidentialité dans vos exemples. Les LLM ont accès à des données hyper personnelles. Alors moi, côté produit, je peux répondre dessus en tout cas. On va dire que c'est une question critique à chaque fois qu'on peut avoir sur le projet, sur la partie produit. Alors déjà, le MCP ne crée pas de nouveaux accès. Il utilise déjà, on va dire, ceux définis dans l'entreprise ou là où il s'inscrit. Et c'est la première préoccupation des entreprises, des clients quand ils intègrent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le MCP, c'est pas une porte ouverte magique sur toutes les données qu'il peut y avoir. Le serveur MCP lui agit comme un garde-barrière. Si l'utilisateur qui discute avec l'IA n'a pas les droits d'accès à certaines données, par exemple quelqu'un qui demande le salaire d'un collègue parce qu'on a un MCP dans le système RH, mais que cette personne n'a pas les droits, l'IA ne pourra pas y accéder non plus via le MCP. Donc il y a un respect à avoir sur les droits d'accès déjà existants dans l'entreprise. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose dessus, Hector. Exactement, donc alors c'est un vrai risque, mais d'un autre côté qui peut être maîtrisé ou qui pourra même encore plus l'être à terme. Donc comment on s'assure que des données personnelles ne sont pas envoyées? Alors déjà, ça va dépendre du cadre. Typiquement pour une entreprise, on peut, dans les accords, quand on prend par exemple une licence cloud, les modèles sont figés, ils n'apprennent pas
sur les données qu'on leur envoie. Et ça, pour le coup, c'est vraiment du juridique, du contractuel. Ensuite, alors là, on avait un peu le cas avec Apple Intelligence qui a sorti un LLM local embarqué dans les smartphones. Les systèmes d'IA sont de plus en plus efficaces. On a maintenant des petits LLM locaux capables de tourner sur des ordinateurs personnels. Alors, pour l'instant, des grosses machines, mais c'est déjà ça. Avant, ce n'était pas possible. Qui commencent, alors, sont pas aussi performants, bien sûr, qu'un Claude ou un ChatGPT, mais commencent à être intéressants. Si demain, voilà, les avancées technologiques et architecturales permettent d'avoir des LLM aussi performants comme ce qu'on a maintenant, mais en local, alors là, en fait, ce problème ne se pose même plus, puisque ce qui est envoyé au LLM, en fait, le LLM, il est local. Ce qui sera envoyé, en fait, ce qu'on recevra, la donnée qui sera envoyée au LLM local, c'est un peu ça. La question sera égale à se dire, oui, mais mon navigateur web, il reçoit des données. Voilà. Tout ça, bien sûr, c'est en construction, mais c'est une vision sur ce qui sera possible ou pas. Oui, c'est bon. Et pour un petit peu rebondir aussi dessus, je veux dire que à chaque fois, il y a, avant d'intégrer un MCP ou voilà, dans différentes, on va dire, pour différentes données, il faut toujours commencer, en tout cas, par un audit des sécurités des flux pour définir une safe zone, quelles données sont éligibles à l'IA, lesquelles sont strictement sanctuarisées, voilà, toutes ces questions comme ça. On peut mettre une granularité au MCP que, par exemple, copier-coller des données ne permet pas. Donc, toute cette analyse de flux de sécurité qui est à avoir, bien sûr, avant d'intégrer MCP comme ça, à la va-vite. Il y a toute une analyse à faire. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions derrière. Bien, pardon. En tout cas, j'en vois pas. Eh bien, merci pour avoir été présent, pour votre attention. Et puis, Ah si, peut-être en une tout cas, autre. n'hésitez pas, si jamais d'autres questions, vous venez à nous recontacter. Et ce sera avec plaisir qu'on pourra échanger sur ces éléments. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été présent et de nous avoir suivis. Comme a dit Hector, c'était un plaisir. Bon appétit. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir.